les écrits des anciens, le terme de chanter signifie souvent déclamer, et même quelquefois parler. Strabon, qui a vécu sous le règne d'Auguste, nous apprend d'où procédait la signification abusive que le mot de chant, celui de chanter et leurs dérivés, avait alors. Il dit que dans les premiers âges, tout ce qui se composait en vers, et que comme tous les vers se chantaient dans ce temps-là, on s'était habitué à dire chanter pour dire en général réciter une composition. Après que l'usage de ne plus chanter toutes les poésies eut été introduit et qu'on eut commencé à réciter simplement quelques espèces de vers, on ne laissa pas de continuer à nommer toujours chant la récitation de toutes sortes de poésies. Il y eut encore plus, ajoute Strabon, on continua de dire chanter pour réciter après qu'on se fut mis à composer en prose. Ainsi l'on vint jusqu'à dire chanter de la prose pour dire réciter de la prose. Comme nous n'avons point dans notre langue un mot générique qui rende celui de caméré, le lecteur voudra bien me pardonner les fréquentes périphrases dont je me suis déjà servi pour le traduire et celles dont je serai encore obligé de me servir afin d'éviter les équivoques où je tomberai si j'allais employer le mot de chanter absolument, tantôt pour dire exécuter un chant musical et tantôt pour dire en général exécuter une déclamation notée. Rapportons à présent les passages des anciens auteurs qui mettent en évidence que quoique les Grecs et les Latins donnassent le nom de chant à la déclamation de leurs pièces de théâtre, cette déclamation n'était pas néanmoins un chant musical. Dans les dialogues de Cicéron sur l'orateur, Crassus, un des interlocuteurs, après avoir dit que Laëlia, sa belle-mère, prononçait uniquement et sans affecter des accents trop fréquents et trop marqués, ajoute « Lorsque j'entends parler Laëlia, je crois entendre jouer les pièces de Plotte et celles de Noévius. Le passage de Cicéron que je ne fais que citer ici sera rapporté dans la suite en entier. Laëlia ne chantait point en parlant dans son domestique. Donc ceux qui récitaient les pièces de Plotte et Noévius ne chantaient pas. Cicéron dit encore dans un autre ouvrage que les poètes comiques ne faisaient presque pas sentir le nombre et le rythme de leurs vers, afin qu'ils ressemblassent davantage aux conversations ordinaires. Mais les scénaires des comiques, à cause de leur ressemblance avec la langue de la conversation, sont si plats que quelquefois on peut à peine y reconnaître le rythme et le vers. Cette attention à imiter le discours ordinaire aurait été perdue si l'on eût chanté ces vers. Cependant, les auteurs anciens se servent du mot de chanter lorsqu'ils parlent de la récitation des comédies, ainsi qu'ils s'en servent en parlant de la récitation des tragédies. Dona et Euthymius, qui ont vécu sous le règne de Constantin le Grand, disent dans l'écrit intitulé De Tragediae Commedia Commentium Calepulae que la tragédie et la comédie consistaient d'abord que dans des vers mis en musique et que chantait un chœur soutenu d'un accompagnement d'instruments avant, l'ancienne comédie, comme aussi autrefois la tragédie elle-même, était un simple poème qu'accompagnait un chœur soutenu par un joueur de flûte. Isidore de Séville nomme également chantres ceux qui jouaient les tragédies et ceux qui jouaient les comédies. Il y a ceux qui, devant un public, chantaient en une déploration des exploits anciens et les crimes des rois scélérats. Sont comédiens ceux qui expriment par la parole et les gestes les actions des individus. Horace, avant d'exposer dans son art poétique ce qu'il faut faire pour composer une bonne comédie, définit une bonne comédie, celle qui retient les spectateurs jusqu'à ce que le chantre dise « applaudissez ». Qui était ce chantre? L'un des comédiens, l'acteur qui jouait la comédie. Roscius, par exemple, était soutenu par un accompagnement, aussi bien que l'acteur qui jouait la tragédie, comme il se verra par la suite. On disait également de l'un ou de l'autre qu'il chantait. Quintilien se plaint que les orateurs de son temps plaidassent au barreau, comme on récitait sur le théâtre. Nous avons rapporté déjà ce qu'il en dit. Croit-on que ces orateurs chantassent comme on chante dans nos opéras? Dans un autre endroit, Quintilien défend à son élève de prononcer les vers qu'il doit lire, en particulier pour étudier la prononciation, avec la même emphase qu'on récitait les cantiques sur le théâtre. Nous verrons bientôt que ces cantiques étaient les scènes de la pièce, dont la déclamation était la plus chantante. Or, il aurait été inutile à Quintilien de dire « mais que la lecture soit faite d'un ton mâle, que cependant elle ne
dégénère pas en musique, et de défendre à son élève d'imiter le chant des cantiques dans les circonstances où il le lui défend, si ce chant eût été un chant véritable, suivant notre manière de parler. Ce même auteur dit encore dans un passage que j'ai déjà cité que ceux qui jouaient les comédies ne s'éloignaient point de la nature dans leur prononciation, du moins assez pour la faire méconnaître dans leur langage, mais qu'ils relevaient par les agréments que l'art permet la manière de prononcer usitée dans les entretiens ordinaires. Les acteurs comiques ne prononcent pas tout à fait comme nous parlons, ceux qui seraient sans art, et cependant ils ne s'éloignent guère de la nature, défaut qui détruirait l'imitation, mais ils embellissent la manière de prononcer usitée dans un entretien ordinaire avec un argument comique, que le lecteur juge si c'est là chanté. Enfin, Catilien, après avoir dans un passage que nous avons rapporté défendu à l'orateur de chanter comme les comédiens, ajoute qu'il est fort éloigné de lui interdire une déclamation soutenue et le chant convenable à l'éloquence du barreau. Cicéron, continue-t-il, a reconnu lui-même la convenance de ce chant voilé, pour ainsi dire. Je montrerai bientôt quand et jusqu'à quel point il faut admettre et cette inflexion de la voix et le chant. Lorsque Juvénal fait dans sa 7e satire l'éloge de Catilien, il y dit entre autres choses que cet orateur chantait très bien lorsqu'il avait daigné prendre les soins et les précautions que les Romains prenaient pour se nettoyer les organes de la voix et dont nous parlerons ci-dessous. Quand on a de la chance, on est aussi un très grand orateur et on lance à merveille le javelot. Quintilien, quand il parlait en public, chantait-il à prendre le terme de chanter dans la signification qu'il a parmi nous. Mais dira-t-on, quand les chœurs des anciens chantaient, c'était une véritable musique. Quand les acteurs chantaient, ils chantaient comme les chœurs. Ne voyez-vous pas, dit Sénèque, combien il entre de sons différents dans un chœur? Il y entre des dessus, des tailles et des basses. Les instruments avant y s'y mêlent, avec les voix des hommes et des femmes. Cependant, il ne résulte qu'un seul concert de tout ce mélange. C'est sans distinguer ces sons qu'on les entend tous. Ne vois-tu pas de quel nombre de voix un chœur est constitué? Un seul son cependant résulte de toutes. L'une est aiguë, l'autre basse, l'autre moyenne. Les voix des femmes s'ajoutent aux voix des hommes, les flûtes s'y mêlent là, les voix de chacun sont cachées, mais celles de l'ensemble s'entendent clairement. À quelques termes près, ce passage se trouve encore dans Macrobe. Il y ajoute même cette réflexion, l'accord se fait à partir des dissonances. Tous ces sons différents forment un seul concert. Je réponds en premier lieu qu'il n'est pas bien certain en vertu de ce passage que les chœurs chantassent une musique à notre manière. Il est vrai qu'il paraîtra d'abord impossible que plusieurs personnes puissent déclamer en chœur même, en supposant que leur déclamation fût concertée. On ne conçoit pas que ces chœurs puissent être autre chose qu'une cohue, mais parce que la chose semble impossible sur la première appréhension, il ne s'ensuit pas qu'elle soit telle réellement. Il serait même téméraire d'en croire si facilement notre imagination sur les possibilités parce qu'on présume volontiers que les choses sont impossibles lorsqu'on ne trouve pas le moyen de les exécuter, et la plupart des personnes se contentent même de donner à la recherche de ce moyen un demi-quart d'heure d'attention. Peut-être d'après un mois de méditation, on aurait trouvé les mêmes choses possibles dans la spéculation, et 6 mois d'application les auraient fait encore trouver possibles dans la pratique. Un autre homme peut encore imaginer des moyens qui ne sont point à la portée de notre esprit. Cette discussion nous mènerait trop loin. Ainsi, je suppose que les chœurs aient chanté en musique harmonique une partie de leur rôle, mais il ne s'ensuit pas que les acteurs y chantassent aussi. Nous-mêmes, nous avons plusieurs pièces dramatiques où les acteurs ne font que déclamer, quoique les chœurs y chantent. Tels sont l'Esther et la Thalie de Racine, telle est Psyché, tragédie composée par le grand Corneille et par Molière. Nous avons même des comédies de cette espèce que l'on sait bien pourquoi nous n'en avons pas un plus grand nombre. Ce n'est point certainement que cette manière de représenter les pièces dramatiques soit mauvaise. J'appuierai même encore cette réponse d'une réflexion. C'est que les anciens se servaient pour accompagner les chœurs d'instruments différents de ceux dont ils se servaient pour accompagner les récits. Cet usage d'employer dans ces deux accompagnements des instruments différents prouve quelque chose. En effet, quand le chœur chantait, un artiste l'accompagnait avec des flûtes pour le chœur.
c'est-à-dire des chorolles. Mais c'est par des chants pythiques que le pythole répondait. Le pythole, c'est le joueur de flûte qui jouait le combat d'Apollon pythien contre le serpent Python, dit Diomède. Quoi qu'il en soit, supposez qu'il fallut entendre le terme de chanter au propre quand il s'agit du chant des chœurs, il ne s'ensuivait pas qu'il fallait entendre ce mot dans la même acception où il s'agit des récits. Nos preuves et nos raisonnements ne laisseraient pas d'être encore concluants. Nouvelle preuve que la déclamation théâtrale des anciens était composée et qu'elle s'écrivait en notes. Preuve tirée de ce que l'acteur qui l'a récité était accompagné par des instruments. Il paraît donc évident que le chant des pièces dramatiques qui se récitaient sur les théâtres des anciens n'avait ni passage, ni port de voix cadencé, ni tremblement soutenu, ni les autres caractères de notre chant musical. En un mot, que ce chant était une déclamation comme la nôtre. Cette récitation ne laissait pas d'être composée puisqu'elle était soutenue d'une basse continue dont le bruit était proportionné. Suivant les apparences au bruit que fait un homme qui déclame, car le bruit qu'une personne fait en déclamant est un bruit moins fort et moins éclatant que celui que la même personne ferait si elle chantait. Premièrement, on n'ébranle point, on n'agite point autant d'air en déclamant qu'en chantant. Secondement, lorsque nous déclamons, nous ne brisons pas toujours l'air contre des parties qui aient autant de ressorts et qui se froissent autant que les parties contre lesquelles nous les brisons en chantant. Or, l'air retentit plus ou moins suivant qu'il a été froissé. Voilà, pour le dire en passant, ce qui fait que la voix des musiciens italiens se fait mieux entendre que celle des musiciens français. Les musiciens italiens forment entièrement avec les cartilages voisins du gosier plusieurs sons que les musiciens français n'achèvent de former qu'avec le secours des joues intérieures. Je crois donc que la basse continue dont la déclamation des acteurs était accompagnée ne rendait qu'un bruit très faible. Ainsi que l'on s'en informe par l'idée sur la basse continue de nos opéras, cette idée ne servirait qu'à faire trouver des difficultés mal fondées sur une chose constante par le témoignage des auteurs les plus respectables de l'Antiquité qui ont écrit ce qu'ils voyaient tous les jours. Cicéron dit que les personnes savantes en musique connaissaient dès qu'elles avaient entendu les premières notes du prélude des instruments si l'on allait voir Antiope ou bien Andromaque, quand les autres spectateurs n'en devinaient encore rien. Quelles sont nombreuses les choses qui nous échappent dans le chant. Ceux qui ont des connaissances dans cet art comprennent, eux, qui disent au premier souffle de la flûte qu'il s'agit d'Antiope ou d'Andromaque, alors que nous n'avons pas même le soupçon. Antiope et Andromaque sont deux tragédies dont Cicéron parle en différents endroits de ses ouvrages. Ce qui suit fera voir que les instruments ne se taisaient point après avoir préludé, mais qu'ils continuaient et qu'ils accompagnaient l'acteur. Cicéron, après avoir parlé des vers grecs dont le maître n'est presque pas sensible, ajoute que les latins ont aussi des vers et que l'on ne reconnaît point être des vers, que lorsqu'on les entend réciter avec un accompagnement. Il cite pour exemple des vers de la tragédie de Thyeste, qu'on pouvait prendre, dit-il, pour de la prose, quand on ne les entend pas avec leur accompagnement. À ceci ressemblent certains passages de nos écrivains, comme ce vers chez Thyeste. Quel nom te donnerais-je, toi, que dans la vieillesse alentie, et les vers suivants qui, sans l'accompagnement de la flûte, ressemblent tout à fait à de la prose. La tragédie de Thyeste, dont Cicéron avait tiré ce vers, était celle qu'il cite souvent lui-même comme l'ouvrage du poète Ennius, et non point celle que Varius composa depuis le même sujet. Dans le premier livre des Tusculanes, Cicéron, après avoir rapporté l'endroit d'une tragédie où l'ombre de Polydore supplie qu'on veuille donner la sépulture à son corps pour faire finir les mots qu'elle en dure, rajoute « Je ne saurais concevoir que cette ombre soit assez tourmentée qu'elle le dit, quand je l'entends réciter des vers dramatiques si corrects et quand je la trouve si bien d'accord avec les instruments. Hélas, voir les restes d'un roi demi-brûlé, aux os mis à nu, était honteusement saccagé à travers la terre imprégnée de fange. Je ne comprends pas ce qu'il craint, amorce qu'il déploie de si bons septenaires avec accompagnement de flûte. On peut voir avec Diomède pourquoi je traduis septenarios par des vers dramatiques. L'ombre de Polydore était donc soutenue d'un accompagnement quand elle récitait, mais je vais encore rapporter deux passages de Cicéron
qui me semble si décisif que peut-être le lecteur trouvera-t-il que j'ai eu tort d'en copier d'autres. Cet auteur, après avoir dit qu'un orateur qui devient vieux peut ralentir sa déclamation, ajoute « Citons encore si Roscius, ce grand comédien que j'ai déjà cité tant de fois comme un modèle, d'après lequel les orateurs pouvaient étudier plusieurs parties de leur art, Roscius dit qu'il déclamera beaucoup plus lentement lorsqu'il se sentira vieux et qu'il obligera les chanteurs à prononcer plus doucement et les instruments à ralentir le mouvement de la mesure. Si le comédien astreint à suivre une mesure réglée, continue Cicéron, peut soulager la vieillesse en ralentissant le mouvement de cette mesure, à plus forte raison, un orateur peut-il bien soulager sa caducité. Non seulement l'orateur est le maître du rythme ou du mouvement de sa prononciation, mais comme il parle en prose et sans être obligé de se concerter avec personne, il est encore le maître de changer à son gré la mesure de ses phrases, de manière qu'il ne prononce jamais d'une haleine qu'autant de syllabes qu'il en peut prononcer commodément. Du reste, pour lui appliquer une comparaison que nous empruntons à un artiste déjà cité, ce même Roscius a l'habitude de dire que plus les années s'amasseront sur sa tête, plus il fera ralentir les cadences du joueur de flûte et des chants. Et si cet homme illustre, malgré la contrainte qui vous le tiennent les lois du rythme et de la mesure, imagine cependant cet expédient pour opposer sa vieillesse, ne nous était pas plus facile à nous, non de défendre nos cadences, mais de les changer tout entières. Personne n'ignore que Roscius, le contemporain et l'ami de Cicéron, était devenu un homme de considération par ses talents et par sa probité. On était si bien prévenu en sa faveur que lorsqu'il jouait moins bien qu'à l'ordinaire, on disait de lui qu'il se négligeait ou que par un accident auquel les bons acteurs sont sujets volontiers, il avait fait une mauvaise digestion. Roscius n'a pas voulu jouer, dit-on, ou bien il a fait une trop mauvaise digestion. Cicéron. Enfin, la plus grande louange qu'on donna aux hommes qui excellaient dans leur art, c'était de dire qu'ils étaient des Roscius dans leur genre. Aussi, depuis longtemps a-t-il obtenu ce résultat qu'on dit d'un artiste quelconque pour signifier qu'il excelle dans sa partie, c'est le Roscius de son art. Cicéron nous apprend dans un autre endroit de ses ouvrages que Roscius tint parole lorsqu'il fut devenu vieux. Roscius obligea pour l'or l'accompagnement et ceux qui prononçaient pour lui certains endroits de la pièce, c'est ce que nous expliquerons ci-dessous, à souffrir que le mouvement de la mesure qu'ils étaient tous obligés de suivre fût ralenti. Dans le premier livre des lois, Cicéron se fait dire par Atticus, et de même que ton ami intime Roscius avait fait dans sa vieillesse abaisser certaines notes de son chant et ralenti le mouvement des flûtes. C'est ainsi que votre ami Roscius, qui en usait dans sa vieillesse, il faisait durer plus longtemps les mesures, il obligeait l'acteur qui récitait à parler plus lentement, et il fallait que les instruments qui les accompagnaient suivissent ce nouveau mouvement. Quintilien dit, après avoir parlé contre les orateurs qui déclamaient au barreau comme on déclamait sur le théâtre, si cet usage doit avoir lieu, il faudra donc aussi que nous autres orateurs, nous nous fassions soutenir en déclamant par des lyres et par des flûtes. Cela veut dire que la déclamation théâtrale est si variée qu'il est si difficile d'entrer avec justesse dans tous ces différents tons qu'on a besoin, lorsqu'on veut déclamer comme on déclame sur la scène, de se faire soutenir par un accompagnement qui aide à bien prendre ces tons et qui empêche de faire de fausses inflexions de voix. S'il faut absolument accepter, il n'y a pas de raison pour que nous ne soutenions pas cette mélodie de la voix à l'aide de lyres et de flûtes. C'est une figure dont Quintilien se sert pour montrer qu'un orateur ne doit pas déclamer comme un comédien à cause de la nécessité où il se jette en déclamant ainsi. Suivant l'idée que les anciens avaient de la dignité de l'orateur, cet accompagnement, dont on ne pouvait point se passer en déclamant comme on déclamait sur le théâtre, lui convenait si peu que Cicéron ne veut pas même souffrir d'avoir jamais derrière lui, lorsqu'il parle en public, un joueur d'instruments pour lui donner ses tons, quoique cette précaution fût autorisée à Rome par l'exemple de Gracchus. Il est au-dessous de l'orateur, dit Cicéron, d'avoir besoin d'un pareil secours pour entrer avec justesse dans tous les tons qu'il doit prendre en déclamant. En effet, Quintilien rapporte que ce Gracchus, un des plus célèbres orateurs de son temps, avait derrière lui, lorsqu'il haranguait, un joueur d'instruments avant, qui de temps en temps lui donnait le ton.
Bornons-nous donc à un seul exemple, celui de Caius Gracchus, le premier orateur de son temps. Toutes les fois qu'il parlait à l'assemblée du peuple, un musicien se tenait derrière lui et avec un picot appelé tonorium, il lui donnait des tons sur lesquels il devait poser sa voix.